Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu rapide. Je suis désolé, j'ai pas trop le temps en ce moment. Je pense que ça se voit aussi un peu sur la régularité des uploads sur cette chaîne. Mais j'ai quand même envie de au moins revenir un petit peu sur le combat qui a eu lieu ce week-end entre Jaron Ennis et Eimantas Stanionis. J'aurais aimé faire une preview, j'ai pas eu le temps de le faire. Il y avait déjà des très bonnes previews sur YouTube de toute façon, notamment JC de Box Attitude qui a fait un très bon podcast en preview de combat. Je vais rapidement quand même remettre quelques enjeux du combat en place, histoire d'expliquer un peu mieux comment il fallait aborder ce combat-là. Mais c'était un combat qui me passionnait beaucoup, qui me hypait pas mal, il faut le dire, dans ce mois d'avril, qui sinon, je crois, est un peu calme. Bon, début mai, ça va envoyer, mais là, on est un peu tranquille pour quelques semaines encore. Et je pense que c'était clairement le combat du mois. J'aime beaucoup Jaron Ennis. C'est un type que je crois pas que j'ai eu trop l'occasion de défendre encore sur cette chaîne. Mais je trouvais les gens vraiment très durs avec lui en avant-combat. Et en même temps, j'avais aussi envie de défendre Stanionis, qui vient d'un petit pays, Lituanie, si je dis pas de bêtises. En tout cas, un petit pays de boxe. Ce qui fait que c'est peut-être une affiche qui est un peu passée sous les radars, entre la haine de Boots et le mépris de Stanionis. Jusqu'à ce que, bon, il y ait Boots qui nous sorte un peu une masterclass, on va y revenir. Et donc maintenant, les gens s'emballent, culture de l'instant. Donc on va être là pour un peu tout tempérer. Moi, je vais être là pour rappeler une réalité et des paroles qui peuvent avoir lieu sur Boots à l'avant du combat. Et également parler un petit peu de comment est-ce que les gens traitent l'après-combat. Donc globalement, c'est un combat qui a eu lieu dans la catégorie des poids welter, qui est donc une catégorie où les gens doivent faire moins d'à peu près 66 kg, 147 livres exactement. Et c'est une KT dans laquelle on avait un jeune boxeur américain qui a à peine 27 ans, qui s'appelle Jaron Ennis, qui s'est surnommé Boots. Je sais pas pourquoi, mais on le surnomme comme ça, et qui était ultra hypé. Il a été longtemps vu comme le numéro 3 de la KT, derrière deux gros monstres. Et quand les deux gros monstres se sont enfin affrontés, eh bien on se demandait si c'était pas lui qui allait avoir en premier en fait la chance d'affronter le roi couronné. Donc ces deux gros monstres, c'était Errol Spence Jr. et Terence Crawford, qui maintenaient toutes les ceintures dans leurs mains depuis pas mal de temps. Et en 2023, les deux se sont affrontés. Je vous refais pas le combat, Crawford a détruit Errol Spence Jr. Pour mon plus grand malheur, puisque j'étais Team Spence à l'époque. Suite à cela, il y a eu pas mal de confusion entre les catégories 147 et 154, puisque Spence parlait d'abord d'une revanche contre Crawford, puis finalement parlait de montée contre Fundora. Finalement, ça s'est jamais fait et je pense que ça se fera pas. Je pense qu'on verra pas Spence de sitôt sur un ring. Crawford, lui, on se demandait s'il allait affronter Jaron Ennis, qui était son mandatory ABF, ou s'il allait monter. Il a choisi la deuxième option, ce qui a laissé donc en fait littéralement un champ complètement brûlé dans la division des 147, puisque c'était une division qui manquait beaucoup d'intérêt, justement à cause des deux énormes arbres qui cachaient toute la forêt, qui étaient donc Crawford et Spence. Parmi les rares noms qui arrivaient un peu à se distinguer, on avait Jaron Ennis et on avait Eimantas Stanionis. On avait aussi Vergil Ortiz, mais Vergil Ortiz avait des soucis de santé, donc il est monté en super welter. Ce qui fait qu'il restait Ennis et Stanionis. Ennis, les gens ont commencé vraiment à le regarder, j'ai l'impression, au moment où Crawford est devenu champion contesté et où Crawford est monté, voire même où ça parlait de Ennis Crawford. Et Stanionis, lui, c'est un type qui a un peu fait son bonhomme de chemin, qui manque un peu d'activité, c'est sûr. Il avait qu'un seul combat en 3 ans, c'était contre Maestre en 2024. Et en fait, il a eu une année blanche complète en 2023, parce qu'il devait affronter Vergil Ortiz Jr., mais qui avait des soucis de santé à répétition. Donc le combat a pas arrêté d'être décalé, ça a pourri le calendrier pour Stanionis, dans un combat qui aurait été vraiment excellent, dans lequel je pense Vergil Ortiz aurait quand même été favori. Mais vraiment, j'insiste, il ne faut pas du tout sous-estimer Stanionis, qui est un boxeur qui est un très très bon pressure fighter avec un excellent job. Reste que bon, du coup on a eu Stanionis qui manque de visibilité parce que boxeur d'Europe de l'Est, qui manque son combat contre un gros nom en Vergil Ortiz, qui se retrouve du coup à devenir champion WBA un peu comme ça, puisque tous les champions quasiment de cette catégorie se sont vus recevoir leur ceinture par la poste, ils étaient tous intérimaires je crois, et ils ont tous reçu la ceinture quand Crawford est monté. Et donc on a Jaron Ennis qui devient d'un coup d'un seul champion IBF par la poste, pareil pour Stanionis qui devient champion WBA. Et donc à ce moment-là, on se met à avoir la lumière qui est donnée sur ces deux combattants. Mais ce qui est relou, surtout sur Ennis, mais ce qui est relou, c'est qu'à la fois, les gens connaissent pas les autres poids welter, et donc forcément, on va tout de suite les attendre au tournant dès qu'ils vont faire un combat. Et en même temps, on va attendre de leur part qu'ils montent en super welter en 154, puisque c'est une division qui est on fire, où il n'y a que des noms partout, et en fait, on parle presque d'Ennis comme un super welter. Et donc là, ce qui va se passer pendant à peu près 1 an, c'est qu'Ennis va défendre une première fois son titre. On peut presque dire qu'il l'a remporté ce soir-là, même si techniquement il est venu champion avec la ceinture, contre David Avanessian. Et une deuxième fois contre un Ukrainien qui s'appelle Choukadzian, qu'il avait déjà affronté au préalable, qui était devenu mandataire IBF en battant ce Choukadzian.
Et ce qui va être compliqué, c'est que Ennis, c'est un boxeur qui est ultra polyvalent. C'est peut-être même le boxeur le plus polyvalent du game actuellement. C'est un type qui, je pense, n'a rien de... Il est le meilleur en rien, mais il est tellement bon en tout que c'est une stratégie, hein, ça se défend. Est-ce que ça veut dire qu'il arrivera toujours à trouver le point faible du mec en face de lui et qu'il sera suffisamment bon pour pouvoir travailler dessus et gagner? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça veut dire qu'un jour, il tombera sur un type qui est tellement spécialisé son style et qui est tellement un maître dans ce style-là que Ennis n'arrivera pas, même avec le style avantageux, à l'affronter et à le battre. Bon, c'est, je pense, les dilemmes qui se poseront dans la carrière d'Ennis à l'avenir. Mais je veux vraiment insister sur le fait que ce soit un type qui est capable de défendre, alors déjà de combattre en gaucher comme en droitier, de défendre très bien en fichier garde basse et de jabber tout un combat, mais qui, enfin tout un combat, on va y revenir, qui est également très bon à l'intérieur, qui est très bon à des travails de mi-distance avec des uppercuts et des crochets. C'est un type qui semble en fait capable de vraiment tout faire. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à voir en Ennis un technicien américain extrêmement défensif, avec beaucoup de mobilité de buste, beaucoup de mobilité de jambes, et en fait un combattant un peu à la Shakur Stevenson, par exemple. C'est-à-dire vraiment un maître défensif qui va faire très peu toucher. Il se trouve que Ennis, c'est pas ça, et on a découvert, ce qu'en fait on savait depuis le début, c'est qu'Ennis, c'est un boxeur qui est avant tout agressif. C'est un boxeur qui a avant tout du punch, et c'est un type qui, certes, est capable de boxer les mains basses et d'avoir des esquives qui sont impressionnantes à voir, mais le but d'Ennis, ça va quand même, à un moment, de venir te chercher avec des crochets, des uppercuts et des directs. Des directs forts, notamment en contre, hein, parfois, mais aussi parfois vraiment en avançant sur toi. Et donc, ça fait 2 combats qu'il fait, contre Choukalzian et contre Avanesyan, où il respecte peu la puissance des boxeurs en face de lui, où il va pas chercher trop à essayer de toucher sans se faire toucher, et où il va vraiment aller chercher la guerre physique, et pas trop être dans la technique. Dans les 2 fois, dans les 2 cas, ça a marché, puisqu'il va arrêter Avanesyan, alors de mémoire c'est au 5e, et il va aller à la décision contre Choukalzian, mais en remportant une grande majorité des rounds. Donc ça marche pas si mal comme style. Reste que les gens vont être très critiques, parce que les gens vont lui reprocher de prendre des coups. Et ça, pour moi, c'est lié au fait que Ennis a parfois les mains basses, c'est vrai. Souvent, il en profite pour esquiver, parfois il se les prend. Et je sais pas si c'est parce qu'il a son menton qui est trop en avant, ou si c'est parce qu'il a son cou qui est trop haut, mais quand Ennis se prend des coups, c'est très impressionnant. On voit vraiment sa tête qui part en arrière, ou sa tête qui se tourne. Je me suis demandé à un moment, est-ce que c'est du rubbernecking? Donc le fait que quand tu anticipes un crochet, tu tournes ta tête en anticipation du crochet. Duran faisait ça très bien par exemple. Orlando Canizales le faisait pas mal aussi. Et donc parfois ça peut donner l'impression des juges que tu te prends un coup très fort parce qu'il y a un coup qui arrive et tu fais ça. Mais en fait le coup tu l'évites. Ou en tout cas tu absorbes la grande majorité des dégâts. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est ce que Ennis faisait? Et pour autant, enfin pour être honnête, j'ai pas eu le temps de revoir plus en détail ces combats-là de Ennis. Mais je crois pas. Il y a juste des moments où vraiment il se prend des coups nets, c'est vrai. C'est pas des coups très forts, il paraît pas touché, il a pas les jambes qui chancellent ni quoi que ce soit. Juste on le voit, il prend des coups, sa tête elle part. Et les gens, je trouve, sont extrêmement critiques d'Ennis à ce moment-là, puisque les gens ont commencé à dire Ennis, tu prends trop de coups. Alors que, de ce que j'ai vu, les coups les plus nets, les coups les plus forts, c'est Ennis qui les met. Et notamment contre Sten Ennis, Ennis se prend quelques coups, c'est vrai, quelques jabs, quelques crochets, reste qu'il lui fait passer un bouillon. Et pour moi, c'est la même contre Choukalzian et c'est la même contre Avanesyan. Et cette manière qu'il avait de boxer, c'est parce qu'il savait, ou en tout cas qu'il avait l'impression de savoir, qu'il ne se ferait pas méchamment touché par ses adversaires. En tout cas méchamment endommagé. Et donc il pouvait se permettre d'aller à la bagarre. Reste que bon, c'est un choix stratégique qui se défend, qui s'attaque, en tout cas qui a été payant pour Ennis sur ce combat-là. Et les gens ont été extrêmement critiques de Ennis vis-à-vis de cette stratégie. Et on a entendu, notamment à l'avancée du combat contre Sten Ennis, pendant le build-up, Ennis prend trop de coups. Ennis, en fait, n'est pas si bon que ça. Et on a même vu un truc qui était... alors, je dis pas que c'était majoritaire. Hein, Ennis restait, je crois, un favori à 6 contre 1. Enfin, 1 contre 6. Mais on a vu des gens dire, des Américains, en tout cas j'en ai vu, Stanionis va battre Ennis, qui est un boxeur surcoté, tatati tatata. Non mais Ennis, c'est pas une star, tatati tatata. C'est quand même une dinguerie, dans le sens où, pour qu'un Américain, je prends l'Américain moyen, hein, mais méprisant comme il est, encore plus des boxeurs de l'Est, vient te dire que le Lituanien dont il a jamais entendu parler va battre son Américain, c'est que quand même Ennis, il n'était pas porté dans le cœur de tout le monde. Et moi je trouve ça injuste, et je voulais faire une vidéo avant combat pour défendre Ennis, en disant c'est vrai qu'Ennis a des problèmes, dont je vais parler après, mais il a aussi beaucoup de qualités, et vraiment lui reprocher contre Choukalzian, dans son 2e combat, d'avoir fait un mauvais combat, alors qu'en vrai, bah ok, il n'a pas montré énormément d'intelligence dans ce combat-là, et je vais revenir sur ce manque d'intelligence. Reste que fondamentalement, il domine Choukalzian là où il est. C'est un combat de bagarreur, il le domine à la bagarre. Et il remporte, je sais plus, 8 rounds dans le combat, si ce n'est plus. Franchement, est-ce que vraiment on est là à critiquer un boxeur qui va à l'échange, qui prend des coups, mais qui va à l'échange et qui remporte 8 ou 9 rounds? Est-ce que vraiment... Il y a un type qui
qu'il a dominé 12 rounds à 0 sur les 3 quarts des juges seulement 2 ans auparavant. Bon, surtout Choukalzian, c'est un type qui était dur au mal, il a pris des coups, il a encaissé tout au long du combat. Franchement, je trouve ça vraiment dur de critiquer Ennis là-dessus. Et pour moi, là, on pouvait critiquer Ennis, c'était dans ce combat-là sur son manque de stratégie. Et c'est un truc qu'on a vu, en effet, contre Ennis, c'est un manque de strat. Mais ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est que ce combat-là, ce manque de stratégie qu'a eu Ennis, ça vient principalement du fait qu'il a eu un coin qui était très défectueux dans ce combat-là. Son entraîneur, c'est son père, qui s'appelait Bozy Ennis. Et réécoutez, à partir du 3e round, tout ce que lui dit son père, c'est « mets le KO au prochain round ». Il lui donne aucune instruction supplémentaire, pas de « essaie d'éviter l'uppercut, essaie de travailler sur ton crochet, essaie de boxer en gaucher ». Tout ce qu'il lui dit, c'est « mets le KO, vas-y, tu peux le mettre KO ». Donc Ennis, à partir du 4e, bosse en se disant « mon seul plan, c'est de rentrer dans le mec en face et de le mettre KO ». C'est une stratégie qui est nulle, c'est sûr. C'est l'équivalent à ton combattant, lève tes mains. Enfin, on est à ce niveau-là de conseils, quoi. Donc c'est des conseils qui sont complètement inutiles. Hein. Et ça fait qu'on a un Ennis qui a bossé avec une strat merde pendant 11 rounds, c'est vrai. Bon, j'abuse, pendant 9 rounds. Reste que bon, d'un côté, il a dominé. Ça me semble dur de vraiment être aussi méchant sur cette performance. D'autant plus que je trouve que le vrai défaut d'Ennis, en fait, on l'a vu dans son combat contre Choukalzian, on l'a vu dans son combat contre Avanesyan, et on l'a revu dans ce combat-là contre Stanionis. Pour moi, le réel défaut de Jaron Ennis, c'est que c'est un type qui sait tout faire, et qui veut toujours montrer qu'il sait tout faire. Et c'est un défaut dont je pense qu'il a lui-même à moitié conscience, mais qui voit peut-être pas vraiment comme un défaut, parce que dans l'interview de post-combat contre Stanionis, il dit « Regardez, j'étais tellement bon que j'ai montré tout dans ce combat-là. J'ai montré que j'étais capable de le dominer à longue distance, courte distance. Je suis même allé un peu à l'intérieur le chercher et de montrer que j'étais capable de l'affronter et d'être meilleur que lui dans des séquences où j'avais les mains hautes et où j'étais à l'intérieur. » Ennis a dit ça, peut-être pas mot pour mot, mais il l'a dit en interview post-combat. Ce qui doit être terriblement frustrant quand t'es Stanionis et que tu vois que le mec en face de toi te chope sur ton propre terrain, en même temps, ça veut dire qu'un jour ça va lui jouer des tours. Parce que s'il tombe sur, je sais pas, on en est très loin, on va dire qu'il tombe sur un combattant, un puncher, il tombe sur un Beterbiev. Il se dit, vas-y, je vais montrer à Beterbiev que je peux faire un peu de tout, et à un moment, je vais rester à l'intérieur et je vais échanger avec Beterbiev. Il va se prendre un coup, et il va tomber, et il va perdre comme ça. Et c'est dangereux de vouloir montrer systématiquement au mec en face que même juste sur une séquence, t'es meilleur que lui sur son terrain. C'est dangereux. Et même sans lui montrer que t'es meilleur que lui sur tous les terrains, à vouloir avoir tous les jeux et tous les styles dans un combat, il y a peut-être un moment où tu vas tomber sur un terrain où le mec en face est très à l'aise et où il va te cueillir. Bon, c'est risqué. Et pour moi, c'est ça. Le vrai talon d'Achille d'Ennis, c'est attendre qu'il change une tactique qui marche et qu'il est capable d'appliquer et qu'il se mette de manière irraisonnable à faire un truc où tu vas pouvoir le cueillir. Et ça, c'est un truc, alors je sais pas si c'est de l'immaturité, peut-être. Reste que on peut vraiment l'attaquer là-dessus. Et c'est principalement là-dessus que j'attaquerai Ennis. Pour le moment, ça ne lui a pas trop porté préjudice. Ça lui portera sûrement préjudice un jour, malheureusement. Mais bon, les gens ne sont pas allés aussi loin. Donc les gens ont juste dit et critiqué Ennis. Il y a même des gens qui disaient qu'Ennis était en train d'esquiver les combattants à 154 livres, donc en super welter. Donc en gros, on a un boxeur qui esquive des gens d'une catégorie, il n'a jamais combattu. Pour vous dire à quel point il y a eu un mépris de cette catégorie des welter, qui pourtant redevient un peu intéressante, hein, il y a des noms en welter en ce moment. Et un mépris, c'est un combattant qu'on a vu en fait aller à la bagarre. Et je comprends pas pourquoi on a méprisé, enfin si, parce qu'il y a eu un manque de stratégie. Mais du coup, est-ce que vous aurez préféré Shakur Stevenson? Je suis pas sûr. Moi, j'aime bien Ennis. Je préfère Ennis à Shakur Stevenson en combat, vraiment. Je pense qu'il y a peu de gens qui seront en désaccord avec moi ici, hein, j'enfonce une porte ouverte. Donc bon, les gens ont été très critiques. Malgré tout, je trouve qu'Ennis fait preuve, pour le coup, à ce niveau-là, de pas mal de maturité dans sa manière de gérer les critiques. Je trouve qu'il s'est montré assez peu désarçonné par tout ça. Il est resté fidèle à lui-même dans ce combat contre Stanionis, dans lequel il savait qu'il était favori. Globalement, je vais pas vous faire le combat. Hein. Ennis a déroulé. Je crois qu'il a remporté tous les rounds sur ma carte. Il y a un moment, je crois que c'est le round 5 où Stanionis a un bon début de round et puis Ennis lui passe un savon dans toute la fin du round. Ennis a montré encore une fois qu'il était capable de le dominer en gauche et en droite, qui est de loin, de proche, de haut corps, de centre du ring, en uppercut, en crochet, en direct, il a tout montré. Donc bon, bah, c'est dur de ne pas être impressionné par une telle performance. À la fin du combat, il a déjà répété tout ce que je dis. J'ai vu des gens en fin de combat qui du coup se sont plaints comme quoi Ennis en fait, comme quoi Stanionis n'était pas bon. Vraiment c'est faux. Stanionis est un excellent combattant. J'ai vu des gens dire que le problème de Stanionis c'est qu'il n'avait pas de jab. Ce qui montre que bon, vraisemblablement certaines personnes ne connaissent pas très bien Stanionis. Donc vraiment c'était un très très gros morceau. Pour la suite des deux, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire sur le combat en lui-même, hein. Vraiment c'est une masterclass. Pour la suite des deux, je pense que Stanionis, ça va être dur de se relever d'une défaite comme ça, où vraiment tu t'es fait manger à tous les niveaux. Il faudrait que je regarde un peu les carrières
enfin post-Ennis, des adversaires qu'il a battus. Mais ça m'étonnerait pas que pour plusieurs d'entre eux, ce soit dur de revenir d'un type qui te montre à ce point, qui te bat sur tous les tableaux. Et encore, je dis ça, mais je pense que l'intérieur, Stanionis était quand même meilleur. Mais bon, en tout cas, ça peut être dur de revenir d'une telle domination. L'avantage, c'est que son coin a quand même arrêté le combat assez tôt pour le sauver un peu de gros dommages. Donc j'espère que ça ira mieux pour Stanionis et qu'il arrivera à revenir. Pour Ennis, il y a des gens qui parlent maintenant de lui dans le top 10 pound for pound. Bon, là je dis ça, juste avant de tourner ça, j'étais sur Instagram. J'ai vu une story de Malik, le temple de la boxe sur Instagram, qui a posté « Est-ce que Ravi Ennis mérite maintenant d'être dans le pound for pound ?» À l'heure où j'ai cliqué non, j'ai vu 57% des gens qui ont dit oui, Ennis mérite d'être dans le... Les gars, 57% des gens dans le top 10 des meilleurs boxeurs. Je suis d'accord, je suis très impressionné par Ennis. Kenshiro Telaji vient à peine de rentrer dans le top 10, les gars. David Benavidez est rentré il n'y a pas longtemps non plus. Vraiment, est-ce que Ennis est encore déjà au niveau de ces gars-là? Je suis pas sûr. Et pourtant, je suis vraiment dans le train Ennis et je suis sûr qu'il ira faire de grandes choses. Ennis, hein, c'est un type qui est tenu en très haute estime par beaucoup de mecs qui suivent la boxe de façon très sérieuse. C'est un type, hein, j'avais déjà mentionné cette stat avant, il me semble, je vais la mentionner. Il y a l'année dernière, il y a The Ring qui s'est amusé à faire un classement anticipé du top 10 pound for pound 2029, donc 5 ans dans le futur. Évidemment, c'est un classement anticipé, ça veut rien dire du tout, si ce n'est qu'il place de très grands espoirs dans les 10 boxeurs qu'ils ont cités. Ennis était premier, Bam était deuxième, Nakatani était troisième, si vous voulez. Hein. C'est beaucoup. Ennis est vu par, en tout cas, les membres, les écrivains de The Ring, comme une grosse superstar, et je suis assez d'accord avec eux. De là, le mettre premier, je sais pas. Mais c'est un type en qui je perçois aussi des énormes capacités, et un grand futur. De là, tout de suite, le mettre top 10, il a de quoi faire, il a 27 ans, il est jeune, il vient à peine d'avoir ses premiers titres unifiés. Il a de quoi faire encore beaucoup, laissons-lui encore quelques années avant de tout de suite le placer dans un top 10 pound for pound. Il a encore de quoi faire. Maintenant, la suite pour Ennis, pour Stanionis, je sais pas trop. Je pense qu'il faudrait qu'il prenne un nom pour se mettre un peu en confiance, hein, la classique. Pour Ennis, les gens parlent de tout de suite le faire monter en 154 livres. Des gens parlaient de ça. On l'attendait, apparemment il avait des soucis à faire le poids. Pourquoi pas? C'est une KT où, pour le coup, il serait juste un nom parmi tant d'autres. Mais il aurait quand même de quoi peser, de par le fait que c'était le tenant de la ceinture The Ring en poids welter et le digne successeur de Crawford, même s'il n'a pas eu un tel parcours pour devenir champion The Ring. Bon, pourquoi pas. Sinon, moi je trouve qu'en welter c'est bien, il y a encore du monde. Notamment, il y a Shakram Gazov, qui était un Ouzbékistan, qui était mandatory WBA, qui a laissé sa place de mandatory pour que le combat Ennis-Stanionis puisse se faire. Donc, respect. Il a combattu en sous-carte, il a donné une masterclass. C'est un type, il faut le savoir, il a perdu sa fille de 2 ans, qui est morte vraisemblablement de complications médicales, alors qu'il était en camp d'entraînement pour son combat. Le mec est courageux, hein. Il est venu, il a fait son combat, il a mis le mec KO, franchement, et c'est un Ouzbek. Moi j'aimerais bien Gazov Ennis. Je vais pas vous mentir, Gazov, hein, c'est pas le combattant que je connais le plus actuellement. S'il a un title shot, je me renseignerai sur sa carrière. Mais c'est un type, c'est un Ouzbékistan, et j'aimerais bien qu'on ait de plus en plus d'Ouzbeks qui commencent à avoir des chances mondiales, parce que de toute façon ça va arriver tôt ou tard. Ils ont tout raflé au JO, c'est des types qui sont en train de construire une école de boxe immense. C'est la prochaine nation qui va péter, les Ouzbeks. Là, dans 5 ans, 10 ans, on aura un âge d'or de l'Ouzbékistan. Et je pense que ce serait bien qu'on commence à avoir des affiches Amérique-Ouzbékistan. Parce que les Japonais, ils pètent, mais dans des catégories où les Américains sont pas trop. Les Ouzbeks, ils pètent dans les catégories où il y a des Américains. Donc bientôt, Ouzbek-Américain, ça va se friter fort. Et un Ennis Gazov, moi, ça me tente très bien. Il y a aussi Jin Sasaki qui me tente très bien. C'est un Américain, il est chaud les gars, il est vraiment chaud. Je crois que Robin, le pote de JC, avait dit que ce serait le potentiel premier champion pour welter Jap de l'histoire. Faudrait que je vérifie parce qu'il me semble qu'il y a plein de champions que j'avais foiré. Il me semblait que Murata c'était le premier champion moyen. Et en fait, il y a un type dans les années 90 qui était déjà devenu champion de WBA des poids moyens. Je crois WBA, peut-être IBF. Donc il faudrait que je vérifie en détail. Ça se trouve, il y a déjà eu un champion pour welter qui avait fait 0 défense de titre et qui s'est fait virer instantanément après. Il faudrait que je regarde en détail. Mais dans tous les cas, c'est actuellement un gros nom. Et c'est une volonté, c'est un peu un espoir pour le Japon de montrer qu'ils ne sont pas que forts en dessous de 50 kg. J'abuse, en dessous de 55. Et un Jin Sasaki à Jordan Ennis, je donnerais Ennis favori, ça me tente très bien aussi. Pareil avec Curiel et Rocha, c'est que des noms qui commencent à pop en welter. Et j'aimerais bien voir Ennis battre ces noms-là. Voire même aller dans des unifications contre Norman Jr. ou Mario Barrios. Je pense que ça ne se fera pas tout de suite. À mon avis, là, il doit avoir quelques défenses mandatories à faire avant. Mais un Norman Jr., moi je suis chaud. Qui est très jeune, il a à peine 24 ans. Vraiment, c'est une nouvelle pépite ce gars-là aussi. Et je pense qu'Ennis devrait le manger. Il a défendu son petit pas trop longtemps. Et je pense honnêtement, en attendant que les super welter soient un peu moins le chaos, toi t'es là, tu fais ta cerise en 147. Si elle a de quoi faire ça, moi vraiment ça m'irait très bien. Pas chercher à brûler des étapes.
Et construire ta legacy à 147, c'est un truc important. Vraiment, j'insiste. En tout cas, moi, c'est un truc qui m'importe. Bon, voilà, j'ai fait 20 minutes sur Jaron Ennis. Je suis désolé, c'était pas forcément le plus structuré que j'ai pu faire. Mais je pense avoir bien traduit tous les espoirs que je place en ce gars-là. Pourquoi c'est un type que j'ai en si haute estime, y compris avant qu'il nous délivre cette performance contre Stanionis. Hein. Vraiment, j'insiste, contre Shukadze, il y a Vanessian, les gens ont vraiment été méchants contre lui. Et c'était pas mérité. C'est un type qui a toutes les cartes en main pour devenir une prochaine superstar du sport. Mais malgré tout, il faut pas trop vendre tout de suite. C'est pas un mec dans le Pound for Pound encore, loin de là. Enfin, loin de là. Peut-être pas si loin, hein, mais en tout cas, c'est pas encore le cas. Faudrait que je vérifie, il est peut-être dans le top 15. Je pense qu'il serait plutôt au fond du top 15. Hein. Même un Gianni Beck, je pense qu'il passe devant actuellement. Un Jairo Petaya lui passe peut-être devant aussi actuellement. Donc voilà, je pense qu'il est derrière ces gars-là. Qui vraiment toquent à la porte du Pound for Pound, quoi. Mais de la même manière que tous ces mecs-là, il a de quoi rentrer derrière dans les tops. Sauf que quelque part, il est encore plus tôt dans sa carrière que tous ces gars-là. Moi, c'est un type que j'aime beaucoup. En plus, c'est un mec de Philadelphie, des boxeurs de Philadelphie. C'est cool de toujours les voir. Hein. Grosse roster de boxe. Je suis content aussi que Stephen Fulton soit devenu champion il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et puis, c'est un type qui a l'air d'avoir un esprit, un mental vraiment cool. C'est un type qui a l'air d'être sérieux, de vraiment kiffer son sport. En même temps, il se prend pas trop la tête. Et enfin, dernière chose, et après promis, je m'arrête. J'avais critiqué son père et les conseils que son père a donnés contre Shukadze lors de la revanche. Son père a été beaucoup mieux lors de ce combat contre Stanionis, en lui donnant des directives qui étaient beaucoup plus claires et qui étaient beaucoup plus pertinentes, notamment de bosser en uppercut ou de bosser en direct à des moments. Et c'est un duo qui a l'air de bien marcher, et je pense qu'ils ont de quoi aller loin tous les deux. Actuellement, là, ils sont dans la team d'Andy Cruz aussi, qui est une pipite des poids légers. Il y a un autre gars qui les a rejoints il n'y a pas longtemps, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, beaucoup d'espoir à Ennis, n'allons pas trop vite. Et ne soyez pas trop dur sur les performances qu'il a eu, qu'il a réalisées contre Avanesian et Shukadze. Il aurait pu être plus intelligent, c'est vrai. Il a quand même montré une sacrée domination. Et vraiment, c'est fort de café, ça mérite que je lui tire mon chapeau. En tout cas, voilà, j'en dirai pas plus. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, il y a un peu moins de combats qui m'intéressent. Là, il y a Whittaker Cameron. Honnêtement, ça m'intéresse bof. Peut-être j'en parlerai après. Là, très vite, hein, s'il y a Gabriela Fundora, à la limite. Mais je pense que Nadia fera sûrement des previews là-dessus, si elle a le temps. Et après, je pense que les prochains combats, là, déjà, ça va taper sur les week-ends de mai. On va avoir tous les boxeurs de la planète qui défendent leur titre en mai par Usyk, ça va être une dinguerie. Bon, sur ce, je crois pas avoir oublié de combat. Ouais, après, on arrive déjà en fin mai avec les petites soirées japonaises qui m'intéressent. Mais je pense que j'aurai l'occasion d'en parler. De toute façon, soit ici, soit chez Sendo, je vous parle sûrement de Shioka et de Rikishi et de Takei. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et puis j'espère vous retrouver bientôt. J'ai sorti une bonne vidéo, j'espère qu'elle est bonne. En tout cas, une vidéo sur Ruben Olivares, qui est une très grosse star mexicaine de l'époque. Je suis assez content à minima de la manière dont j'ai creusé cette époque-là. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez découvrir le Canelo d'il y a 50 ans. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!